d'abord me présenter et puis je laisserai Christophe se présenter ensuite. Donc moi, Cyril Livet, je suis chargé de compte chez Tenaxia. Donc je m'occupe en partie de notre offre commerciale sur la partie HSE. Bonjour à toutes et à tous, Christophe Rémy, je dirige l'activité conseil, environnement, santé, sécurité chez Tenaxia et tous particulièrement le département en charge de la conformité réglementaire et je suis auditeur de système de management de la santé, sécurité au travail et de l'environnement. Alors, nous vous proposons aujourd'hui effectivement de faire cette conférence sur comment réaliser une veille réglementaire efficace. On va déjà commencer par se présenter et présenter Tenaxia Ever HSE, qui nous sommes. Et puis derrière, on va rentrer en détail sur ce que disent les normes, notamment ISO 45001 et ISO 14001, en termes de veille réglementaire. Et puis ensuite, Christophe vous détaillera le processus réglementaire global et les différentes étapes. Il y aura à la fin les points clés à retenir et puis on pourra répondre ensuite à vos questions. Donc, Tenaxia Ever HSE, qui sommes-nous? Nous sommes éditeurs de logiciels, hein, c'est notre métier, on conçoit, on développe et on met en œuvre des solutions pour tout ce qui touche à la performance durable des entreprises et de leurs investisseurs. Hein, c'est vraiment notre raison d'être. Notre expertise, elle est assez variée, donc on intervient sur différents sujets qui sont la HSE pour lequel on va rentrer en détail aujourd'hui. Donc, on intervient sur des sujets de veille réglementaire, de conformité, de risque HSE pour l'environnement, pour la santé et sécurité des travailleurs, avec notamment la gestion du document unique, de l'analyse environnementale. On intervient également sur la partie gestion des déchets, à partir du moment où ils sont produits sur votre site jusqu'à l'élimination par le centre de traitement, sur la veille RSE, et puis c'est vrai que sur ce sujet RSE ESG au global, puisque on a également une offre dédiée, que ce soit conseil au logiciel sur la partie RSE pour accompagner dans votre stratégie ESG, le pilotage de vos données et indicateurs ESG. Donc voilà l'ensemble de notre expertise sur ces sujets. Et on a effectivement une marque qui s'appelle Ever HSE qui est dédiée à ces sujets pour les PME et TPE pour vous accompagner et avoir des solutions logicielles et conseils pour les entreprises de taille inférieure. Quelques chiffres pour finir sur cette partie présentation de l'entreprise. Tenaxia a été fondée il y a 23 ans, donc on a aujourd'hui une belle expertise et de la légitimité sur ces sujets. On est une centaine de collaborateurs répartis sur 3 agences en France, dans l'Ouest à Laval, à Lyon et à Paris. C'est 15 millions de chiffres d'affaires qui sont réalisés, en tout cas réalisés sur le dernier exercice. Et point important, c'est chaque année une part très importante du chiffre d'affaires qui est réinvesti en recherche et développement pour que nos clients disposent de solutions qui soient adaptées au marché, à l'aspect réglementaire aussi. Et puis, l'entité Ever HSE qui est dédiée aux PME, c'est une dizaine de collaborateurs avec 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur tout l'Hexagone. Voilà. Parmi nos clients, aujourd'hui, on accompagne tout type de secteur d'activité et tout type d'entreprise en fonction de leur taille, donc sur des secteurs d'activité assez divers, parce qu'on voit aujourd'hui que l'aspect réglementaire et notamment la veille, ça concerne toutes les entreprises. On intervient sur ces sujets-là auprès des références que vous voyez sur ces slides, mais pas que, avec vraiment un portefeuille assez complet de clients. Christophe, je vais te laisser évoquer ce que disent les normes en termes de veille réglementaire. Oui, merci. Donc, alors on vous a fait on a mutualisé différentes exigences des normes, donc ISO 45001 pour tout ce qui touche à la santé et sécurité au travail, et la norme ISO 14001, norme internationale, qui elle traite de la partie protection de l'environnement. Donc je rappelle, ce sont 2 normes internationales qui visent à vous permettre d'améliorer durablement vos démarches dans le domaine de l'environnement ou de la santé et sécurité au travail. Protection des travailleurs, si vous préférez. Et donc, dans ces référentiels normatifs, vous avez un paragraphe
qui traite spécifiquement de ce qu'on appelle la détermination des exigences légales et autres exigences. Donc, on vous a reproduit ici, globalement, pratiquement mot pour mot, le contenu de ces normes. Donc, 4 enjeux vous sont demandés, en tout cas proposés, dans ces sujets-là. Le premier, on vous invite à déterminer et avoir accès aux exigences légales et autres exigences. Alors, je vais définir ce qu'on entend par exigences légales et autres exigences juste après, mais voilà, on vous demande d'identifier les exigences qui sont en lien avec vos dangers, vos risques, votre environnemental, pour votre système de management. Donc, c'est bien un travail personnalisé qu'il convient de faire. Deuxième obligation imposée par ces normes, on vous demande de déterminer de quelle manière ces exigences légales s'appliquent à votre entreprise, à votre organisation, et en quoi il est nécessaire de les communiquer, différents niveaux stratégiques de votre entreprise. Ce n'est pas un travail uniquement qui se fait avec la fonction qualité, sécurité, environnement, c'est un travail qui doit nourrir les autres services, ressources humaines, maintenance, services sociaux et autres. Troisième point, c'est bien d'identifier les textes réglementaires, c'est bien de les comprendre, mais derrière, il faut les intégrer dans votre système de management. Donc, c'est prendre en compte ces obligations légales pour alimenter votre système de management. Donc, on vous a mis quelques abréviations pour le système de management de la santé et sécurité au travail et le système de management de l'environnement. Et quatrième point, qui n'est pas toujours facile à suivre dans le temps, ce travail que vous allez faire, ou vous avez peut-être déjà fait pour certains, il convient de tenir à jour et de conserver ce qu'on appelle les informations documentées. Les normes ont évolué depuis plusieurs dizaines d'années et aujourd'hui, elles demandent de moins en moins de documents. Néanmoins, ce chapitre est suffisamment important, stratégique, pour que les normes demandent que ces informations liées à la réglementation soient documentées. Quelques définitions, donc là qui ont été reprises également des référentiels normatifs 45001 et 14001. Alors, quand on parle d'exigences légales et d'autres exigences, le terme, on emploie également dans la norme 14001, le terme d'obligation de conformité. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Ce sont toutes les obligations, les exigences, les prescriptions, si je peux utiliser un autre terme, imposées. Alors, soit imposées d'une manière légale, puisque le législateur vous demande par exemple d'évaluer vos risques professionnels et de transposer le résultat dans le document unique. Ça, c'est une exigence légale dans le domaine de la santé-sécurité. Dans le domaine de l'environnement, par exemple, tous les déchets dangereux doivent être enregistrés, tracés dans une plateforme gouvernementale qui s'appelle Track Déchets. C'est également une autre exigence légale. Donc, ce sont toutes les exigences auxquelles vos organismes, que vous soyez une entreprise, une association, une collectivité, doivent respecter. En plus de ça, puisque les normes ont vocation, effectivement, à vous permettre de progresser, de vous améliorer, on vous invite aussi à identifier ce qu'on appelle les autres exigences. C'est celles que vous avez pu souscrire d'une manière volontaire, parfois plus ou moins volontaire, puisque quand on a un sous-traitant et que votre client principal vous demande de respecter certaines choses, certes, on peut considérer que c'est du volontaire au titre de la norme, mais vous n'avez pas trop le choix. Donc là, ce sont les autres engagements que vous avez pu prendre au-delà de la partie purement légale. Exemple, vous avez pris l'engagement avec certains riverains de leur faire découvrir votre site, votre démarche d'amélioration dans le domaine de l'environnement. Vous avez pris des engagements par rapport à certains fournisseurs sur ces différents sujets, toujours liés à l'environnement. Par information documentée, la norme vous propose effectivement, alors ça peut être information documentée sous forme de documents, papier, mais également de fichiers informatiques. Il faut aussi, il est bien évidemment accepté. Voilà. Par contre, il faut un enregistrement. Vous ne pourrez pas dire à votre auditeur, je n'ai pas enregistré, soit informatiquement, sous un autre format, ma liste des non-conformités. On s'attend vraiment à avoir quelque chose de documenté. Voilà. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on va retenir?
Donc, on a pour chacune de ces normes un chapitre dédié qui vous invite à déterminer et à démontrer comment vous avez accès aux obligations légales et aux autres exigences. Vous allez définir, et on va le reprendre, ne vous inquiétez pas, on a prévu pas à pas, de vous expliquer le processus on va dire, nécessaire ou préconisé pour répondre à ces obligations normatives. Vous allez définir des règles pour maîtriser ces obligations légales et autres exigences sur les supports adéquats. Et enfin, parce que c'est bien ça la finalité, hein, c'est bien beau d'avoir une liste de textes, mais derrière, c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est de savoir si vous êtes conforme, mettre en place les plans d'action pour se remettre en conformité, et puis intégrer ces obligations légales dans vos systèmes de management. On a aujourd'hui beaucoup d'obligations liées à la conception des produits, et donc qui sont directement, potentiellement attachées à votre business. Alors, le processus de veille réglementaire, étape par étape. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors, vous avez compris, hein, Cyril vous l'a expliqué, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est sur ces sujets-là. On accompagne à la fois les entreprises dans la mise en place des normes 14001, 45001. On a également dans nos équipes des gens qui font de l'audit de certification. Et puis Tenaxia, avec son antenne également FRHSE, propose des solutions clés en main. Et c'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de vous donner la méthode, le process. Donc, ce que vous avez sous les yeux, donc c'est un process en 4 étapes qu'on vous propose de vous présenter, et donc qui a pour objectif à la fois de répondre aux exigences des normes, mais également vous permettre de connaître votre niveau de conformité. La première étape, je ne vous cache pas, c'est pas forcément la plus facile, mais il faut passer par là. Il va falloir construire la liste des textes applicables à votre entité, à votre structure. Alors, on peut juste peut-être aussi remettre le slide, s'il te plaît, merci. On verra dans la deuxième étape comment, une fois qu'on a établi cette liste, comprendre les textes, quel est le sens des textes, comment il faut les travailler. Je vais vous donner des outils pour lire un texte de loi. Alors, il y a des textes qui font 300, 400 pages. Donc, je vous donnerai quelques clés pour travailler plus efficacement. Ensuite, la troisième étape va consister à évaluer la conformité. Globalement, vous avez 200 textes applicables, 3000, 3500 obligations à respecter dans ces 200 textes. Vous allez évaluer la conformité, conforme, non conforme, mettre en place des plans d'action. Et puis, c'est jamais fini. Tous les mois, malheureusement ou heureusement, il y a des textes de loi qui sortent, donc il va falloir que dans votre processus, vous intégriez cette dimension mise à jour. Et bon, j'ai envie de dire, une fois que les 3 premières étapes seront passées, vous serez dans un mode de fonctionnement plus routinier, avec une volumétrie moins importante. Donc oui, on peut passer effectivement. Donc la première étape, comment construire sa liste des textes applicables d'une manière efficace. Alors, il y a 2 choses qui peuvent être un petit peu opposées. On vous les a mis sur 2 colonnes, en tout cas. Sur la partie gauche, d'un côté, vous avez un millefeuille réglementaire, volumineux, important. C'est ce qu'on appelle l'architecture réglementaire des textes. Pour faire simple, 4 grands niveaux. Il y a 4 niveaux hiérarchiques de textes. Le premier niveau, ce sont les textes internationaux, des conventions internationales, des protocoles, des accords. Vous avez tous entendu parler effectivement des protocoles de Kyoto ou d'autres choses. Alors, très concrètement, ça a des impacts, mais qui vont plutôt être indirects. C'est-à-dire que ces grands documents, à part quelques conventions qui ne nécessitent pas d'être ratifiées, les autres documents internationaux nécessitent une ratification dans les différents États pour ensuite être retranscrits dans un droit national. Donc, les textes internationaux peuvent être intéressants, mais ce n'est pas vraiment le cœur du sujet. Je précise juste qu'il y a certaines conventions qui peuvent être applicables, les autres ne le sont pas. Ensuite, par contre, très important, la strate en dessous, dans la partie gauche du slide, où on a mis directive, règlement, décision. Ayez en tête que dans notre domaine, là, sur ce qu'on parle ce matin, l'environnement, la santé, sécurité au travail,
80% de la réglementation qui est applicable à vos entités vient de l'Europe. On est aujourd'hui dans un modèle où l'Europe légifère et chaque État membre transpose dans son droit national, si nécessaire, une disposition légale. On est beaucoup moins... c'est différent de ce qu'il y avait une vingtaine d'années où la France, effectivement, légiférait. Alors, ça nous arrive encore, bien évidemment, de légiférer, surtransposer certaines choses, mais globalement, ça vient de l'Europe. Sur ces textes européens, simplement, retenez qu'une directive n'est pas un texte applicable directement, elle doit être transposée en droit français, mais elle est très intéressante. Je viens de dire que 80% de la réglementation française vient de l'Europe et elle vient des directives. Et ces directives, généralement, vous permettent d'anticiper la réglementation, puisqu'on sait, il y a généralement un délai de transposition de quelques mois à quelques années qui vous permet de savoir ce qui va vous tomber dessus. Voilà. Enfin, les règlements et décisions, j'en profite pour le dire, pour ceux qui ne sont pas juristes, sont des textes qui sont applicables, opposables aux entités françaises. Donc, il n'y a pas besoin d'une transposition. On a des règlements, notamment sur les flux de frigorigène, qui n'ont pas eu besoin d'être transposés en droit français. Ensuite, on a la grosse partie que vous connaissez, en tout cas j'espère, pour certains, le droit national, composé de lois, de décrets, d'arrêtés. Ce sont des textes opposables, applicables, et puis quelques textes davantage pour information que peuvent être des circulaires, des avis ou des guides. Et en France, on a retenu depuis quelques dizaines d'années le principe de la codification, c'est-à-dire que pour simplifier la lecture des lois et des décrets, ils ont été rassemblés pour la plupart dans ce qu'on appelle des codes. Aujourd'hui, des codes, il y en a beaucoup, hein. Il y en a plus de 70 en France. Ceux qui nous intéressent en priorité sont plutôt le code de l'environnement, le code du travail, le code de la santé publique, par exemple, mais il y a des codes, le code de sport, il y a plein de choses qui existent. Mais c'est intéressant pour ceux qui sont un petit peu, qui débutent dans le sujet. Je parlais comme un ancien, mais quand j'ai commencé effectivement il y a une trentaine d'années ou 25 ans, il fallait lire les lois, elles étaient vraiment, notamment d'environnement, on lisait les lois, les décrets, on avait du mal à comprendre l'interaction. Aujourd'hui, alors je dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile. Vous prenez le code, alors il se trouve sur Légifrance, hein, c'est pas la peine de l'acheter parce qu'il change tous les jours. Il est également disponible. Hein. J'ai des partenaires comme l'édition législative avec qui on travaille et on fait cette animation conjointe. Mais voilà, donc vous lisez le code et vous avez effectivement une information qui est structurée, organisée et qui se lit un peu mieux. Vous aurez là, globalement, c'est la transposition des textes européens, des directives, et 80%, 90% des textes de votre référentiel seront là. Et ensuite, à ne pas oublier, parce que souvent on l'oublie, il y a un quatrième niveau, si je peux exprimer comme ça, des textes locaux. Certains connaissent peut-être ce qu'on appelle les arrêtés préfectoraux. Si vous êtes notamment dans le domaine de l'environnement, ce qu'on appelle une installation classée pour la protection de l'environnement, une ICPE, soumise à autorisation, vous avez à coup sûr un arrêté préfectoral, voire même plusieurs, mais également des arrêtés municipaux, des plans, des règlements locaux qui s'appliquent, hein, et donc il faut identifier, rechercher, comprendre pour en extraire vos obligations, ce que vous devez respecter, et pour faire la comprendre. Donc ça, c'est la partie gauche. J'ai pris un peu de temps parce que c'est vraiment important. Et dans la partie droite, finalement, c'est vous. Alors, on a mis plein d'exemples, hein, d'entreprises, etc. Mais il va falloir rapprocher ce millefeuille réglementaire, juridique, à vos installations, activités. Hein, le but, c'est pas d'aller recopier tout ce qui existe. C'est vraiment de sélectionner en fonction de vos activités. Et pour faire simple, il y a 3 clés, 3 données d'entrée que vous allez regarder. C'est votre situation géographique locale. Et évidemment, dépend des textes. Si je parle des zones de protection de la nature, type Natura 2000, elles ne sont pas sur toute la France. Vous allez regarder vos effectifs, vos activités, les équipements que vous avez. Vous avez des machines, pas de machines, des caisses, etc. Et puis, dernière chose, la réglementation est très importante, calquée aussi sur la partie produits. Quels sont les produits, notamment les produits chimiques que vous utilisez. Et donc, elle vous impose certaines obligations.
Donc cette liste, elle va se construire. Alors on vous suggère dans la partie gauche de la présentation quelques thématiques. Il y a des textes spécifiques sur l'amiante, sur les appareils de levage, sur le bruit. Donc ce sont des thématiques communément reconnues et utilisées dans la partie 45.1, dans la partie santé et sécurité au travail. Et puis à droite, vous avez quelques sources de veille. Donc, ce sont des outils, alors certains sont libres de droit, Légifrance, qui rassemble globalement les textes français au niveau national, codes, décrets, lois, arrêtés, et quelques circulaires. Son équivalent au niveau européen, l'Ordex, et puis des informations, leur BO pour bulletin officiel. Chaque ministère, c'est intéressant, rassemble normalement tous les mois, après un peu de retard, mais les textes qu'il publie à son nom, et donc vous pouvez les retrouver. Ensuite, il y a différents sites, de l'INRS notamment, avec Davineris, et puis il y a des acteurs privés qui font un travail important de consolidation, de communication d'informations. Par exemple, les éditions législatives ont également tous les textes nécessaires pour faire ce travail-là. Et puis, bien évidemment, c'est notre métier, mais il y a également des sociétés spécialisées qui peuvent vous accompagner, vous aider dans ce travail-là. Donc, dans la construction, donc le principe, je rappelle, et puis après, on va vous montrer un exemple très concret. Vous partez de vos activités, de vos installations, de votre localisation. Vous sélectionnez plusieurs sources d'informations réglementaires, de veille, Légifrance, Eurlex, et vous identifiez par thématique, amiante, appareil de levage, gestion des déchets, les textes applicables à votre installation. C'est ça ce premier travail à faire. Et globalement, ça dépend, je vais donner un exemple, mais si je prends un site plutôt à caractère industriel de 300 ou 400 personnes, on arrive en environnement à une centaine de textes et à peu près à 900 ou 950 obligations légales, c'est-à-dire articles ou parties d'articles applicables. Et en sécurité, pour un site de cette taille-là, on arrive, il y a un peu plus de réglementation en santé et sécurité au travail, on arrive plutôt à 150 textes et à 2000 obligations légales de Cyril va vous montrer un exemple concret sur ce que peut être une liste de textes applicables. Effectivement, je vais partager mon écran sur ce que peut être cette liste de textes. Donc là, vous le retrouvez dans un outil type Tenaxia Water.json. Vous pouvez totalement faire cette liste et fiabiliser vos textes dans votre propre référentiel. Donc, on va retrouver là pour l'entreprise sa liste de textes, ces textes, où on va effectivement avoir ce référentiel exhaustif et précis pour l'entreprise, avec ces textes évidemment applicables, mais également la possibilité, si vous souhaitez, de mettre des textes qui peuvent être pour information, qui ont du sens pour l'entreprise. Puis l'idée derrière, c'est de facilement avoir accès à des filtres pour trouver facilement le texte en fonction du domaine et du thème que vous souhaitez retrouver ou étudier ou évaluer, bien évidemment, pour la conformité. Donc, on a vu cette première étape, construire sa liste des textes au départ. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces textes, alors pour les identifier, on lit le titre et on lit les premiers articles. Maintenant, il faut comprendre les textes. Donc, deuxième étape, comment lire un texte réglementaire. Comprendre les textes. Alors, quelques techniques de lecture des textes réglementaires, parce que certains sont très courts, quelques pages, et puis d'autres, pour ceux qui connaissent, si je prends ce qu'on appelle le règlement REACH sur les produits chimiques, ça doit être au moins 300 à 400 pages. Le principe, globalement, les textes sont tous construits de la même façon. Donc, je vous invite à lire les deux premiers articles et le dernier ou les deux derniers articles. Pourquoi? Parce que dedans, dans ces deux articles, premier et dernier, vous allez trouver deux choses très importantes. Le premier, le domaine d'application. À qui et pour qui ce texte a été écrit? Qui est concerné? Il n'y a rien de pire que de lire un texte de 30 pages, vous comprenez bien, et de se rendre compte à la fin que finalement, il ne me concerne pas. Donc, lisez les deux premiers articles et les deux derniers, et vous aurez l'information qui est concernée. Sont concernées les entreprises françaises
qui ont des appareils de lavage type chariot élévateur. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Et puis, autre information qu'on trouve plutôt dans les 2 derniers articles, la date d'entrée en vigueur. Parce qu'il est important de travailler à la fois sur les textes qui sont déjà applicables et puis, pourquoi pas, de se projeter. Donc, vous verrez les éventuels délais d'application qui se trouvent généralement alors, soit au début, soit à la fin des textes. Quand les textes sont européens, ils sont plutôt effectivement à la fin, et les textes français, ça va. Ensuite, repérez-vous dans le texte. Les textes sont structurés, sont organisés en sections, chapitres parfois et articles. Ça permet de s'y retrouver. Comprendre l'architecture. Donc, on fait ce qu'on appelle un petit peu dans le jargon le squelette du texte pour organiser et comprendre comment les textes sont structurés. Et puis, dernier point, mais c'est peut-être le plus important, identifier les exigences ou les grands sujets abordés. Je ne sais pas si c'est un autre. On verra après. Donc, une fois qu'on a lu les 2 premiers, qu'on a lu les 2 derniers, qu'on a compris comment était structuré le texte, on peut passer. Vous allez. Alors, il faut comprendre le texte. Nous, on vous conseille, malgré tout, même si vous le faites, hein, je vous invite à pratiquer, à faire, à essayer de comprendre le texte, à le résumer. Tout à l'heure, on a vu dans la première partie que la veille, ce n'était pas uniquement votre affaire à vous, peut-être, qui êtes là, mais également l'affaire d'autres personnes dans votre site. Donc, pour pouvoir communiquer efficacement, il est bon, en tout cas, c'est ce qu'on conseille, de résumer, donner du sens à ces textes pour comprendre les enjeux du texte. Je vous livre en bas du slide petit secret de fabrication. Chez nous, il y a plus de 25 personnes qui travaillent tous les jours et tous les mois à ce travail-là pour l'ensemble de nos clients, mais on se pose souvent toujours les mêmes questions. Et pour savoir si on a compris le texte, on se pose 3 questions. Il y a dedans la première question, on essaie de comprendre pourquoi le législateur a publié ou modifié ce texte. Il a forcément une très bonne raison. Sincèrement, il ne fait pas des textes pour plaisir. Donc, comprendre vraiment le sens. Pourquoi est-ce que c'est un renforcement, une simplification, une harmonisation européenne? Quel est finalement son objectif? Qu'est-ce qu'il vise? Et enfin, je me projette sur mon entité. En quoi ce texte va impacter mon entreprise, mon entité? C'est ces 3 questions que l'on se pose nous systématiquement pour savoir si on a compris un texte et si on l'a correctement résumé. Là, effectivement, on va vous montrer comment identifier ces parties, ces exigences, ces obligations qui vous sont applicables. Alors, si je repartage mon écran et que je rentre dans un texte qui m'est applicable, par exemple, un arrêté sur les flux frigorigènes, ce qui est important, et vous avez toujours des travaux d'analyse qui sont faits par les entreprises, par les prestataires comme nous, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller sur effectivement ces exigences et identifier les parties d'articles qui vont être des exigences, des obligations réglementaires que vous allez devoir évaluer, savoir où vous en êtes par rapport à ça. Par exemple, là, on en a une qui est relative à la périodicité, à la fréquence des contrôles de vos installations. Donc là, c'est de se dire, après le passage de votre frigoriste, quel est votre statut de conformité par rapport à cela. Donc là, quel que soit le moyen, il va falloir évaluer cela. Donc là, par exemple, sur la partie droite, je suis sur mon site, je vais pouvoir faire une fiche d'évaluation par rapport à cette obligation légale, notamment sur les flux de frigo. Donc ça, c'est vraiment important, ça vous permet de savoir où vous en êtes. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est demandé par les normes, de savoir ce que vous avez fait, votre taux d'avancement, et là où vous en êtes. Donc, on peut facilement avoir, soit via des outils, soit par votre propre construction, un état d'avancement de ce que vous avez fait, de votre appréhension du sujet réglementaire, ce que vous avez évalué, et sur ce que vous avez évalué de votre taux de conformité. Ça, c'est vraiment important, c'est ce qui est demandé par la norme. Donc, si je reviens sur les slides pour la 3e partie. Donc, la 3e partie, effectivement, donc, ça va constituer à évaluer la conformité au texte applicable.
et bien évidemment dans une perspective de se mettre en conformité. Alors, ce que vous avez vu effectivement et ce que Cyril a expliqué, et je me permets de revenir, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est très important. Bien évidemment, c'est pas si facile que ça de trouver les textes réglementaires, mais voilà, on vous a donné quelques sites, quelques exemples, et vous allez réussir, pour la plupart d'entre vous, à les trouver. Ce qui est vraiment le point sensible, c'est dans un texte donné, comment j'identifie les parties du texte, les articles qui constituent des exigences, des obligations de conformité que je dois faire. C'est vraiment ce travail-là d'analyse, de décortiquage. Il y a des textes qui font 200 pages et finalement, il n'y a que 3 points à trouver. Il y a 3 points qui vous concernent réellement. Donc, c'est vraiment ce travail qu'il faut faire. Alors, une fois qu'on a fait ce travail-là, que vous avez identifié donc les textes implicables, vous avez compris le sens de ces textes et vous avez, dans ces textes, mis en évidence les obligations que vous devez respecter. Il va falloir évaluer votre conformité. Alors, pour évaluer votre conformité, ça consiste, c'est facile à dire, simplement à mettre conforme ou non conforme. Voilà. Je dois contrôler tous les ans mes extincteurs. Est-ce que je le fais? Oui ou non? C'est simple. Donc, pour faire ce travail-là, vous allez effectivement vous poser des questions, vous allez interroger peut-être d'autres services qui sont concernés par ces thématiques-là, et puis par des observations sur le terrain, vous allez pouvoir indiquer ce niveau de conformité. Alors, les normes n'interdisent pas de procéder par échantillonnage. Si vous avez, je vais reprendre les histoires d'extincteurs, mais si vous avez 400 extincteurs sur un site, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller vérifier si l'étiquette, la pastille est présente sur les 400 extincteurs. Vous pouvez voir effectivement le rapport de contrôle de l'organisme qui fait cette vérification, et puis par échantillonnage sur le terrain, prélever quelques extincteurs et vérifier qu'ils ont bien été contrôlés. Donc voilà ce travail d'audit, de vérification de la conformité sur le terrain. Alors, bien évidemment, il y a des textes, si je parle des personnes concernées par l'ISO 14001, l'arrêté préfectoral d'exploitation du site, c'est un texte, effectivement, il faut regarder ligne par ligne et se poser pour chaque ligne, est-ce que je respecte ces dispositions-là? La bonne nouvelle, ou la mauvaise, je ne sais pas, mais je ne connais pas, et pourtant on travaille avec de très très belles références. Vous avez peut-être aperçu sur les premiers slides, une entreprise qui est 100% conforme. C'est pas grave. J'ai envie de vous dire, c'est normal que vous ne soyez pas 100% conforme. C'est pas pour ça que je dis qu'il faut rien faire, attention. Mais c'est pas rédhibitoire, notamment pour votre certification ISO 14001 ou ISO 45001. Ce que l'on vous reprochera, par contre, et ça vaut nos conformités mineures voire majeures en fonction de l'ampleur des dégâts, c'est de ne pas avoir identifié vos textes, vos exigences, et de savoir où vous êtes conforme ou pas. Après que vous soyez non conforme, si vous mettez en place un plan d'action avec des délais raisonnables, mais qui peuvent courir sur plusieurs années, c'est tout à fait recevable au titre des normes. Je rappelle, bien évidemment, les normes vous imposent un engagement à respecter la réglementation et les autres exigences. Néanmoins, ce n'est pas un engagement à être conforme. Donc, soyez rassurés sur cette partie-là. Faites de manière sérieuse ce travail d'identification des non-conformités et mettez en œuvre les plans d'action nécessaires pour vous mettre en conformité. Voilà, donc une fois qu'on a fait ces paragraphes, ces étapes 1, 2, 3, ensuite, il faut faire vivre ce travail, puisque vous avez trouvé les 200 textes, trouvé vos 3000 obligations légales, pu dire si vous étiez conforme et non conforme, mettre en place les plans d'action. Ensuite, l'étape 4, c'est vraiment ce qu'on appelle à proprement parler la veille réglementaire, puisque c'est le processus qui, dans le temps, dans la durée, va vous permettre de tenir à jour ces informations-là, à la fois la liste des textes et vos états de conformité. Globalement, il faut avoir en tête que 20% en moyenne, nous on a constaté depuis une petite dizaine d'années, ça varie un petit peu chaque année, mais globalement,
20 à 25% des textes que vous avez identifiés vont évoluer chaque année. Soit ils vont être supprimés, abrogés dans le jargon juridique, soit ils vont être modifiés, complétés par le législateur. Et puis, on a bien évidemment quelques textes nouveaux qui apparaissent régulièrement, mais globalement, ça équivaut à 20-25% du travail initial que vous avez fait. Pour faire ce travail, ce que nous vous proposons, c'est d'avoir également une approche construite. Même principe. Donc, d'un côté, c'est souvent les mêmes. Après, c'est d'identifier les sources. Moi, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir au moins 2 ou 3 sources de veille réglementaire pour faire ce travail-là, de manière croisée, pour pouvoir. Donc, vous pouvez avoir un abonnement aux éditions législatives et puis consulter, par exemple, on va dire quoi? On va dire le site Aida Lineris ou le journal officiel. Ou bien éventuellement passer effectivement par des prestataires extérieurs, et toujours mettre en avant, mettre en parallèle votre entreprise. Elle évolue également, les textes évoluent, mais votre entreprise évolue. Peut-être que vous allez rentrer un équipement, un laser par exemple, un laser pour faire des mesures et autres, qui juste là n'était pas présent chez vous, et donc il y a une réglementation spécifique qui va s'appliquer. Inversement, vous avez un équipement sous pression, vous avez un accumulateur hydropneumatique pour ceux qui connaissent sur compresse. Après, ça a disparu, et bien la réglementation associée à cet équipement sous pression doit disparaître de votre référentiel réglementaire. Voilà, de la même façon, parce que j'en parle pas beaucoup depuis 30 minutes, on parlait aussi des autres exigences. Voilà. Vous avez un nouvel assureur, il a peut-être des obligations qui vous invitent fortement ou incitativement à respecter, donc à intégrer dans votre référentiel. Alors ensuite, pour réaliser sa veille et pérenniser le processus de veille réglementaire, la périodicité. Alors, bon, les textes sortent tous les jours pratiquement, en tout cas sur le droit français, ils sortent tous les jours, dimanche compris, ils ne sortent pas le lundi, mais sinon, 6 jours sur 7, vous avez des textes au journal officiel. Alors pour ceux qui ont eu la curiosité d'aller voir, ça fait peur, hein. Il y a entre 80 et 120 textes tous les jours, alors tout domaine confondu, hein. Mais ça reste effectivement une volumétrie très importante. Nous, on vous conseille plutôt d'adopter une périodicité mensuelle, voire trimestrielle. Voilà. Pourquoi? Parce que bon, il faut que le texte sorte. Après, il peut être commenté, hein, on peut trouver quelques commentaires. Alors, prudence quand même sur ce qu'on trouve sur le net, mais il peut y avoir malgré tout un peu d'aide à ce niveau-là. Et puis, ça vous met, vous n'avez pas que ça à faire, j'imagine, au quotidien, que de lire le journal officiel, français ou européen. Donc voilà. Prenez un vrai créneau tous les mois dans votre agenda, une demi-journée idéalement pour véritablement détecter, à partir des 4 ou 5 sources de veille que vous aurez préalablement identifiées, les textes qui peuvent vous concerner. Donc je rappelle le principe, hein, je balaye mes sources de veille, je lis le titre du texte, si j'ai le moindre doute, je clique sur le texte, je l'ouvre, je lis les 2 premiers articles et les 2 derniers articles pour savoir si ce texte a un intérêt. S'il y a un intérêt, je le mets de côté, sur mon fichier Excel par exemple, ou s'il n'y a pas d'intérêt, bon voilà, je passe. Donc oui, petite spécificité, mais ça semble assez logique. La plupart des textes, alors quand on parle de nouveautés réglementaires, il faut distinguer 2 choses. Vraiment les nouveaux textes, tout nouveaux. Voilà. Par exemple, on a récemment, pas tant que ça, mais légiféré sur les risques liés au radon dans le sol, élément radioactif qui peut présenter des risques pour la santé et la sécurité des personnes, à l'inverse d'autres textes qui vont modifier les textes existants. Donc on a souvent des modifications. Le texte, vous les avez déjà identifiés, mais simplement le législateur vient modifier, compléter, simplifier, harmoniser un texte déjà existant. Donc c'est également à repérer. On a vu apporter une attention toute particulière aux conditions d'application des textes
et des modifications. On a en ce moment pas mal de textes sur la partie énergie, décret tertiaire, etc., qui s'appliquent à des échéances échelonnées dans le temps. Donc ne vous précipitez pas non plus sur ces textes-là. Précipitez-vous sur les textes, mais prenez le temps de les analyser et voir avec votre direction à quelle échéance il faut engager les actions. Donc construisez votre liste des textes, mettez-la à jour, c'est ce que vous demanderez à l'auditeur. L'auditeur, il va vous demander quelle est la liste des textes applicables. Donc il faudra lui produire une liste qui intègre les textes historiques et les nouveaux textes. Et puis, bien évidemment, on l'a dit, la finalité, c'est pas de trouver les textes, c'est d'évaluer sa conformité. Donc, même pour ces nouveaux textes, alors si on dit que tous les mois ou tous les trimestres, vous faites votre identification des textes nouveaux, on vous conseille également, alors sur une période un peu plus longue, mais également dans la foulée quelque part, sous 3 mois idéalement, d'évaluer votre conformité. Il y a un nouveau texte, je regarde si je suis conforme ou non conforme. La difficulté, c'est de prendre du retard. Nous, les clients qui réussissent, avec ou sans nous d'ailleurs, il y a plein d'exemples de clients qui n'ont pas besoin d'un prestataire extérieur pour être accompagnés sur ce sujet-là. Ce sont des gens, ils ont une caractéristique, ils ont vraiment mis en place un process avec des routines très claires. Tous les mois, je détecte et tous les 3 mois, je fais ma conformité. Et globalement, sauf événement vraiment exceptionnel, ils s'y tiennent. Parce que si vous lâchez le morceau pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, et qu'avant l'audit, vous voulez vous y remettre, c'est très compliqué. Sans compter, vous n'êtes pas à l'abri de passer à côté d'un texte très important qui vous demandait de communiquer une information à l'administration, et donc vous êtes carrément hors la loi et donc sanctionnable potentiellement. Avant de répondre à vos questions, et donc je vous invite effectivement à les noter, à les poser dans le chat. On va rapidement rebalayer les quelques points à retenir de cette présentation. C'est moi. Donc les points importants par rapport aux 4 étapes. Donc on a vu les 4 étapes. La première, je construis ma liste des textes applicables au regard de mes activités, de mon entreprise et de ma situation géographique. En 2, pour chaque texte applicable, j'identifie les enjeux du texte pour moi, pour vous, et je mets en évidence ce qu'on appelle les exigences, les articles ou les parties d'articles qui constituent pour moi une obligation. Je dois faire ça, le législateur. 3e étape, une fois que j'ai cette liste-là, je me positionne, j'évalue ma conformité, je récupère des éléments de preuve factuels, des rapports de contrôle, j'observe sur le terrain les pratiques pour pouvoir dire oui, je suis conforme ou je ne le suis pas. Dans le cas où je suis non conforme ou je risque de dériver, je mets en place les plans d'action. On l'a vu, on n'est pas obligé d'être conforme le jour de l'audit de certification. Mettez un bon plan d'action, derrière, ça suffira, avec des délais raisonnables. Et puis ensuite, une fois que ce travail est fait, je m'inscris dans la durée, où tous les mois ou tous les trimestres, je vais simplement prendre en compte les nouveautés réglementaires, les nouveaux textes, avec ces nouvelles exigences, et dans la foulée, je fais ma conformité. Donc pour réussir ce travail-là, il faut connaître son entreprise. Combien de fois, parfois, je vois malheureusement des entreprises qui regardent des textes qui ne les concernent pas directement. C'est terrible. Bien comprendre l'architecture réglementaire. C'est ce que j'ai présenté tout à l'heure, les 4 niveaux. Textes internationaux, textes européens, textes nationaux et textes locaux. C'est dans ces 4 univers, en privilégiant les textes Europe et national, que je vais, que je vais regarder. Bien connaître les sources de veille possibles. C'est pas la peine d'en avoir 50. Oui, quand on s'appelle Tenaxia ou d'autres acteurs, on en a 50, mais on veille tous les domaines d'activité. Vous, 4 ou 5, bien définis, clair, ça peut suffire. Portez attention au domaine d'application des textes.
2 premiers articles ou 2 derniers, à une vraie bonne compréhension des textes. Quels sont vraiment les enjeux de ce texte-là? Il y a des textes, comme je dis à certains de mes clients, quand vous aurez fait tout le reste, que vous aurez fait la conformité des autres textes, vous pourrez vous intéresser à celui-là. Sous-entendu, ce n'est pas le plus important pour vous. Le point central, c'est votre capacité à identifier précisément dans chaque texte applicable ce qu'on appelle les exigences. Donc, je le redis, c'est les articles ou les parties d'articles qui constituent une obligation. Les conditions d'application du texte, appliquer des méthodes de veille mensuelles ou trimestrielles, formaliser sous Excel, par exemple, la liste des textes et son actualisation, appliquer les méthodes de lecture des textes et d'évaluation de la conformité. Il y a une dernière chose on pourrait dire dans la lecture des textes. Moi, je constate que je vous invite à le faire sur des textes très techniques, par exemple sur les installations électriques, en sécurité, en environnement, qu'est-ce que je pourrais dire, des textes sur le transport des déchets dangereux, etc. Allez aussi en interne chez vous, vous faire accompagner des spécialistes. Quand vous montrez au responsable maintenance, qui est également électricien du texte électrique, il va les comprendre très vite. Alors, je ne mets pas en doute vos capacités aussi, mais voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher en interne des personnes aussi qui sont dans ce sujet-là. Elles sont déjà intéressées pour connaître les nouveaux textes, et puis en plus, elles seront en mesure de vous aider aussi à mieux comprendre les textes, parce qu'il y a tout un jargon dans le texte qui peut parfois être difficile d'accès. C'est également un constat que l'on fait aujourd'hui. Finalement, le nombre de textes n'augmente pas de manière exponentielle. J'ai dit tout à l'heure 20-25% chaque année de textes en plus ou textes modifiants. Ce qu'on remarque par contre, ce sont des textes de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à aborder. Pour ceux qui connaissent un petit peu, un exemple simplement, la réglementation sur tout ce qui est entrepôt de stockage, rubrique 1510 ICPE pour les plus aguerris. On a aujourd'hui des textes très longs, très techniques, c'est important, hein, pour éviter les risques d'incendie et protéger les personnes et l'environnement. Ils sont devenus effectivement des textes dont l'articulation est complexe et donc nécessite pas mal d'attention et d'expertise pour s'en sortir. Merci Christophe. On va désormais passer sur la partie questions-réponses. Alors il y a effectivement quelques questions qui ont été posées déjà sur le chat auxquelles on va répondre. Je vous invite, pour ceux qui ne les ont pas encore posées, à le faire. Alors, il y a plusieurs questions sur la possibilité de récupérer déjà ce support. Effectivement, on va vous communiquer ce support dans un second temps. Hein, donc, on a la liste des participants donc, avec votre mail, donc on pourra vous le transmettre. Vous aurez ce support à disposition sans souci. Et puis, si vous avez d'autres questions dans un second temps aussi, vous pourrez nous contacter directement, puisqu'effectivement, vous voyez sur ce slide un numéro de téléphone et un mail pour poser vos questions. Alors, on peut commencer à prendre quelques questions. Je vais en prendre une. Alors, je ne suis peut-être pas dans l'ordre. Hein. Je laisse les modérateurs me reposer des questions si besoin, mais je vais prendre la question, une des dernières que j'ai vues, effectivement, d'Emeline. Question très intéressante, qui nous demande effectivement, lorsqu'on a identifié être conforme à un texte, est-ce qu'on doit le revoir par la suite? Et dans cette question également, est-ce qu'il y a une fréquence de revue des textes prévue par les certifications? Alors la réponse est oui. Les référentiels normatifs 14001, 45001, 50001 en énergie, pour ceux qui connaissent, plus globalement les autres référentiels qui vous demandent de faire ce travail de vérification de la conformité, vous imposent de revoir, alors c'est le mot, périodiquement la conformité à vos obligations de conformité. Elle ne donne pas une fréquence. Hein, il n'est pas dit dans la norme, tous les 2 ans, il faut refaire ce travail-là. Alors, il faut le refaire, bien évidemment, par rapport au nouveau texte, on l'a vu, mais également par rapport à ceux que vous avez déjà regardés et mis conforme. Donc oui, il faut reprendre l'ensemble des textes
même s'ils sont conformes, et se reposer la question à une fréquence que vous allez définir. C'est vous qui les définissez. Par exemple, dans votre manuel qualité, sécurité, environnement, vous allez dire tous les 3 ans, je refais ce travail-là. Alors, ce que l'on voit sur le terrain, il y a 2 approches. Globalement, souvent, les gens revoient tous les 3, 4, voire 5 ans, guère plus, tous les textes. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de prioriser. Il y a des textes où il y a plus de risques de dérive que d'autres. Donc, on peut très bien, et on le voit souvent en audit de certification, avoir des plannings de révision que vous avez définis sur 3 ans pour vraiment, ou 2 ans, même pour les textes à risque, il peut y avoir une dérive, et puis 5 ans pour les autres. Parce que quand on dit que le mur doit être coupe-feu degré 2 heures, vous l'avez vérifié une fois, bon, sauf à faire des trous dedans, il y a peu de risques, effectivement, qu'il ne soit pas 3-4 ans plus tard. Donc, oui, il y a l'obligation de. Ah oui, c'est pas bon. De vérifier périodiquement et de revoir ces textes-là. Ah oui, c'est pas bon endroit. Et j'en profite, je réponds. Je suis désolé, je suis pas dans le. C'est terrible pour les petits collègues qui doivent me suivre, mais à la question d'Anthony, c'est une très bonne idée, effectivement. Donc, Anthony travaille dans une entreprise en travaux publics. Est-ce qu'il est intéressant d'aller voir des organismes, effectivement, comme l'IPPTB? Oui. Alors, c'est une structure qui peut vous accompagner, qui peut vous aider, qui met à disposition beaucoup de choses. Vous allez pouvoir, entre guillemets, avoir un début du référentiel, des textes qui vous concernent. Donc oui, je vous invite effectivement, même au-delà de cet organisme-là, il y a d'autres organismes qui peuvent vous aider. Alors, c'est pas personnalisé, hein, c'est dans le secteur d'activité, mais vous donnez déjà toute une série d'informations pour répondre à ces obligations-là. Certains font, alors ça reste très généraliste, hein, c'est pas une veille spécifique pour vous, mais ça donne quelques informations, produisent même des veilles thématiques, métiers, pour vous accompagner. Donc oui, c'est une bonne question et je vous invite aussi à vous rapprocher de vos organismes professionnels qui peuvent, dans certains cas, avoir des départements santé, sécurité, environnement et fournir de l'information à caractère réglementaire. Je vais répondre à la question de Laurine sur l'accessibilité du site de veille réglementaire pour tous. Alors, c'est ce que Christophe a décrit, il y a de multiples sources. Certaines sont gratuites, type Légifrance. Après, il y a certaines autres sources où effectivement ça fonctionne sous format d'abonnement. Hein, donc je pense aux éditions législatives ou des solutions qui sont développées par Tenaxia Ever HSE. Donc, en fonction de vos besoins, n'hésitez pas à choisir vos sources et puis au besoin, si vous êtes intéressé, à nous contacter aussi. Mais voilà, ça fonctionne par abonnement annuel. Alors, je peux reprendre quelques questions. Alors, je vais en reprendre une parce que Julien rebondit sur la réponse que j'ai faite, effectivement, sur la périodicité de vérification des textes. Je suis désolé, Julien, même si ça paraît effectivement peut-être sur le fond étrange, même sur un texte que vous avez jugé conforme, qui n'a pas changé, les normes vous demandent de le revoir. Et pourquoi les normes vous demandent de le revoir quand même? Il y a un sens à tout ça. Donc, ce n'est pas lié au contenu du texte, puisqu'il n'a pas bougé. C'est lié à vous, en termes de dérive. Les pratiques que vous aviez il y a 3 ou 4 ans pour respecter une réglementation ont peut-être évolué également chez vous, malheureusement. Je pense à ça parce que je l'ai vu la semaine dernière chez un client qui faisait le contrôle semestriel de ses portes automatiques ou semi-automatiques, qui était conforme il y a 3 ans, et pourtant le texte, il n'a pas changé. Hein. C'est un texte de 1993 qui n'a pas bougé. Et bien malheureusement, 3 ans plus tard, quand on l'audite de nouveau, on constate, même en l'absence de modification du texte, que les pratiques sur le terrain ont évolué et il y a toute une partie qui n'est plus contrôlée à cette fréquence-là, ou en tout cas dans les conditions satisfaisantes du texte. Donc c'est l'esprit de la norme. Alors bien évidemment, ça va beaucoup plus vite hein, à auditer 3 ans plus tard, mais néanmoins, c'est là-dessus qu'on vous invite à vérifier la conformité.
J'avais une question sur les parties intéressées. Non, c'est pas ça. Mohamed qui nous demande effectivement, est-ce que les auditeurs externes qui vérifient la conformité doivent faire partie des parties intéressées? Alors, d'une manière générale, les auditeurs externes peuvent être considérés comme des parties intéressées. Quand on prend effectivement l'esprit de la norme, ça fait partie des parties intéressées. Alors, est-ce qu'elles seront jugées pour vous significatives? C'est à vous de voir. Mais oui, effectivement, on peut considérer de manière plus générale que les auditeurs externes font partie des parties intéressées. On répondra. Il y a une question de Delphine aussi sur comment débuter une veille réglementaire dans une entreprise existante. Alors, tout dépend comment vous souhaitez le faire, par vos propres soins ou par une entreprise externe. Mais voilà, le prérequis, c'est de construire son référentiel réglementaire, son fonds documentaire. Donc, il y a quand même une phase de T0 où il faut, en fonction des caractéristiques de votre site, de votre entreprise, sur les domaines santé, sécurité, environnement, énergie, venir cartographier comment vous êtes concerné, vos installations, et c'est ce qui va vous aider, vous permettre d'identifier les textes qui vous sont applicables. Une question, effectivement, de Charlemagne, qui s'interroge effectivement sur le fait, voilà, à quel moment on peut estimer qu'on est conforme. Par exemple, dans le cas de figure où on met en place des actions pour répondre à une obligation d'un texte, et qu'il y a quand même des écarts dans la pratique, est-ce que je juge la partie, est-ce que je peux juger conforme? Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile. Alors, par exemple, je vais prendre quoi? Je reprends mes histoires d'extincteurs. Bon, vous en avez 200. Il y en a 2 qui sont pas conformes, qui n'ont pas été contrôlés dans l'année. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois vraiment mettre mon conforme, etc. Alors, ce qui est important, c'est s'il y a un plan d'action, effectivement, et qu'il y a un écart, vous pouvez rester non conforme. Ça ne me dérange pas, vous mettez non conforme avec un plan d'action. Après, c'est l'histoire de l'échantillonnage. Parce que mes 2 extincteurs, je les ai vus, je suis tombé dessus par hasard, c'est ce qui nous arrive souvent d'ailleurs en audit, on tombe toujours sur ce qu'on ne devrait pas voir, et pourtant, c'est, voilà. Ce qu'on va surtout regarder aussi, c'est le process. Est-ce qu'aujourd'hui, l'organisation permet normalement de contrôler correctement l'ensemble des extincteurs? Après, qu'il y ait eu un petit trou dans la raquette, bon, c'est la vie, c'est le quotidien, mais est-ce que ça remet en cause profondément les choses? Voilà. Après, moi, je vous invite sincèrement, pour ne pas être embêté lors des audits de certification, à ne pas hésiter de mettre non conforme sur ce point-là et à montrer en avant un plan d'action. Voilà. Et puis l'année prochaine, une fois que tout est clean, bah, vous soldez le plan d'action. Alors, je peux répondre à la question de Sabrina là, qui s'interroge sur à qui ces normes 14001 et 45 s'imposent-elles et dans quelle mesure? D'une manière générale, ces normes ne s'imposent à personne, puisque ce sont des normes d'adhésion volontaire, publiées par l'ISO, et donc elles encouragent les entreprises à mettre en place une démarche pour s'améliorer dans le domaine de l'environnement et de la sécurité. Donc c'est une technique, c'est un des outils, normalement, pour vous faire progresser sur ces sujets-là. Donc, elles n'ont aucun caractère obligatoire. Néanmoins, elles peuvent présenter des intérêts. Aujourd'hui, la réglementation, notamment sur les ICPE, peut être plus souple si vous êtes certifié. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais ça donne un intérêt. Et puis, comme je l'exprimais tout à l'heure, quand vous travaillez dans le domaine de l'automobile, par exemple, et que votre client numéro 1, vos clients numéro 1 et numéro 2 sont certifiés 14001 et 45001 et veulent que leurs sous-traitants soient certifiés aussi, bon, quelque part, vous n'avez pas trop le choix d'y aller. Mais la philosophie initiale des normes, ce ne sont pas des normes à caractère obligatoire. Mais bon, elles peuvent s'imposer finalement de manière assez évidente dans ces cas-là. Alors, je ne vais pas répondre à la question, mais je réponds juste rapidement à Ayane. Oui, Tenaxia propose ce type de formation. Mais ce n'est pas le sujet.
Mais oui, il n'y a pas de souci. On fait ça aussi, comme certains de nos confrères aussi. Pas de souci. Qu'est-ce qu'on a comme question? Il y avait une question d'Assani sur Oui. pour les entreprises qui sont déjà certifiées 9001. Oui, et qui envisagent, ouais. Alors, tout dépend de ce que vous faites déjà en termes de veille réglementaire sur la 9001. Moi, le seul constat que je peux faire, c'est qu'il y a beaucoup plus de textes sur la partie 14001, 45001 qu'en 9001. Le nombre d'exigences. Alors, en 9001, il y a autre chose qui est plus prégnant, on va dire, ce qu'on appelle les autres exigences. Et puis, ce sera une dernière question, je m'en vais vous. Ce sont les autres exigences clients qui peuvent être plus contraignantes, plus volumineuses, mais le pur légal est beaucoup plus important du côté 14001 et 45001. Donc, il faut vraiment se poser la question, est-ce que le processus aujourd'hui est suffisant? Il peut l'être, hein, sincèrement, s'il a bien été monté au départ pour 9001. Il suffit juste d'incrémenter environnement et sécurité et ça fait l'affaire. Un grand merci à tous, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci d'avoir été présents et puis merci pour vos questions.